Un chef rebelle, drogué et sanguinaire, capture 11 soldats de la paix. C'était un schizophrène, un fou furieux. On mobilise une unité d'élite des forces spéciales. Ces hommes ont en commun la particularité de ne jamais abandonner quand la situation devient infernale. On élabore un plan audacieux et risqué. On avait peu de chances de réussir. Lorsque les rebelles menacent d'exécuter les otages, les soldats d'élite passent à l'action. Ils se retrouvent face à des ennemis 5 fois plus nombreux qu'eux, possédant une artillerie lourde et croyant à la magie noire. Aujourd'hui, Commando Clandestin vous dévoile les coulisses d'une mission si dangereuse que certains l'ont baptisée Opération Mort Certaine. Août 2000, la Sierra Leone, une petite nation déchirée par la guerre, située sur la côte ouest de l'Afrique. Depuis près de 10 ans, de dangereuses bandes de rebelles unies par une vague alliance tentent de s'emparer du pouvoir par la force. Leurs chefs sont motivés par la perspective d'une richesse fabuleuse. Ce pays est le centre mondial du trafic des diamants de sang. Les diamants de sang étaient au centre de la violence qui régnait alors. Chaque jour, les rebelles attaquent des villages sans défense. Souvent, ils enlèvent tous les enfants d'un village pour en faire des soldats. Et en général, ils mutilent ceux qu'ils laissent derrière eux. Ils amputaient les bras de leurs victimes en leur proposant le style manche courte, c'est-à-dire le bras coupé au niveau du coude, ou manche longue, le bras coupé au niveau du poignet. Leur but était de répandre la terreur parmi la population et de montrer à quel point ils étaient puissants. L'une des plus brutales de ces bandes compte environ 1000 combattants et est connue sous le nom des West Side Boys. Les West Side Boys carburaient aux stupéfiants et à l'alcool. Ils ramassaient les femmes du coin et il ne fait aucun doute que le sexe et les stupéfiants occupaient une grande partie de leurs activités. Ils formaient un groupe très dangereux, simplement parce qu'ils étaient tout à fait imprévisibles. Et comme si ça ne suffisait pas, ils étaient persuadés que le vaudou les protégeait à tel point qu'aucun projectile ne pouvait les atteindre. Âgé de 26 ans, Black Zorro a fait partie des West Side Boys pendant près de 2 ans. Recruté par les rebelles alors qu'il n'avait que 14 ans, il en est rapidement devenu l'un des officiers subalternes de confiance. On avait l'habitude de fumer de grandes quantités de marijuana et de boire de grandes quantités d'alcool de fabrication artisanale. Il nous arrivait aussi de consommer de la cocaïne de temps à autre. Par contre, nous avions toujours de l'héroïne sous la main. Quiconque se trouvait dans la jungle à l'époque était défoncé à l'héroïne. J'étais souvent défoncé toute la journée. Quand j'étais sous l'effet de la drogue, je me sentais fort et prêt à me battre. Dès que j'en consommais, j'étais prêt à livrer bataille. Pour empêcher l'effondrement complet de la Sierra Leone, la communauté internationale décide d'y envoyer des militaires. Les troupes britanniques en particulier jouent un rôle clé dans le maintien de la paix, en plus de participer à l'entraînement de l'armée sierra-léonaise. Cela démontrait que l'Occident était prêt à s'engager davantage pour venir en aide à une démocratie en difficulté dans une région très pauvre d'Afrique. Notre intervention avait donc une très grande valeur symbolique. Par un paisible vendredi après-midi, 11 responsables de l'entraînement militaire, membres du régiment britannique Royal Irish, effectuent une patrouille de routine. Alors qu'ils arrivent à un embranchement, leur commandant, le major Alan Marshall, décide de bifurquer pour emprunter une route de terre menant dans la jungle. Il se dirige alors en plein cœur du territoire des West Side Boys. J'ignore pourquoi ils ont quitté la route principale pour venir sur notre territoire. Nous étions les seuls à avoir le droit d'y entrer.
En fait, s'il s'est rendu là, c'était peut-être pour essayer d'évaluer les effectifs de combat des West Side Boys. Il cherchait peut-être à savoir quelles armes ils possédaient au cas où ils auraient à les affronter un jour. Les Britanniques ne sont pas conscients que des sentinelles des West Side Boys cachés dans la forêt les ont déjà repérés. On a perçu cette intrusion comme une menace. Ils sont entrés dans notre camp sans autorisation. On ignorait leurs intentions et on était persuadés qu'ils étaient venus nous espionner. On ne pouvait donc pas les laisser repartir. Ils se sont rendus jusqu'au bord de l'eau, où se trouvait une partie du camp des rebelles, et dès qu'ils sont arrivés, ils ont été encerclés par une bande de West Side Boys complètement enragés. Les rebelles étant armés et beaucoup plus nombreux qu'eux, les soldats ne peuvent fuir et sont contraints de se rendre. Ils ont tout de suite compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Bien qu'ils soient expérimentés et armés, les soldats britanniques se retrouvent prisonniers d'une bande déchaînée de gangsters de la jungle, complètement drogués. On a capturé ces soldats pour attirer l'attention de la communauté internationale. On ne voulait plus avoir à se cacher dans la jungle. Et on a eu l'idée de se servir d'eux pour obtenir ce qu'on voulait. Les rebelles passent les 11 soldats britanniques à tabac, leur dérobent leurs objets de valeur et les enferment dans une cabane infecte. Au ministère de la Défense, à Londres, le chef d'état-major apprend la disparition des soldats. Au début, on ne savait pas trop si la situation était grave. J'avais déjà entendu parler des West Side Boys quand j'étais en Sierra Leone, mais j'ignorais ce qu'ils étaient capables de faire. Le général Guthrie et le ministre de la Défense, Jeff Hoon, convoquent une réunion dans la salle de crise située au sous-sol du ministère. Nous devions absolument trouver une façon de libérer ces hommes, car ils risquaient fort d'être torturés, tués ou dispersés dans tout le pays. Il nous fallait donc agir de toute urgence. Ils ne savaient pratiquement rien, ils n'avaient aucun renseignement. Ils ignoraient ce qui se passait dans le camp des rebelles, ils ignoraient le nombre de rebelles qui s'y trouvaient et les armes dont ils disposaient. Mais le plus inquiétant encore, ils craignaient que les soldats britanniques soient tués lors de l'opération de sauvetage. Les Britanniques n'ont pas oublié la mission de sauvetage désastreuse survenue 7 ans plus tôt en Afrique. Il s'agit du triste épisode connu sous le nom de Black Hawk Down, au cours duquel 18 soldats américains ont perdu la vie lorsque leurs hélicoptères ont été abattus par une roquette. Une foule en colère a ensuite traîné leurs corps dans les rues de Mogadiscio, en Somalie. Évidemment, nous tenions le Premier ministre au courant de tout ce qui se passait. Je me rappelle qu'il m'a demandé si c'était dangereux et s'il risquait d'y avoir des morts. Je lui ai alors répondu que c'était en effet très risqué et qu'il y aurait sans doute des morts. Craignant les retombées d'un sauvetage manqué, le gouvernement britannique décide de tenter de négocier la libération des otages. J'étais tout à fait d'accord avec le fait qu'on entreprenne des négociations, mais je dois avouer qu'on n'a jamais cessé de se préparer, en parallèle, à intervenir militairement pour les libérer. Si les négociations échouent, ils n'auront d'autre choix que d'utiliser la force pour libérer les otages. 3 jours après le début de la crise, une équipe de négociateurs de Scotland Yard arrive en Afrique. Leur but est de parvenir à faire libérer les otages de façon pacifique. Le responsable des négociations du côté des rebelles n'est nul autre que leur chef, un seigneur de guerre de 24 ans, le brigadier général autoproclamé Fodé Kallé. Kallé était un schizophrène paranoïaque. Il était déconnecté de la réalité. Fodé Kallé a été le meilleur de nos commandants. C'était un soldat aguerri. Il ne craignait pas de monter au front. Il était à ce point déconnecté qu'il croyait vraiment que son groupe de rebelles avait le pouvoir, entre autres, de contraindre les Britanniques à quitter la Sierra Leone. Nous savions que lorsqu'il donnait des ordres, il fallait les exécuter, car il considérait que tous ces soldats étaient sous sa responsabilité.
Lors de la première rencontre de négociation, Calley formule une série d'exigences de toutes sortes. Il demande l'amnistie des West Side Boys, puis le retrait des troupes britanniques de la Sierra Leone, et pour terminer, exigence encore plus insensée que toutes les autres, il exige d'être nommé président de la Sierra Leone. Dans certains cas, il apparaît évident dès le départ que les chances que les négociations mènent à une solution pacifique et que les victimes s'en sortent indemnes sont plutôt minces. Cela dépend des antécédents du groupe, de la nature des demandes formulées, de l'idéologie politique des ravisseurs. Plusieurs facteurs peuvent vous permettre de le savoir. Les négociateurs sont sur la corde raide. Ils ne pourront jamais accéder aux demandes de Calley, mais ils doivent lui laisser croire le contraire. Ils se disent que tant qu'ils discuteront avec lui, il ne tuera pas les otages. De toute évidence, ils n'avaient pas l'intention de les tuer au départ. Ils étaient conscients de la valeur de ces otages, et c'est pour cette raison qu'ils les gardaient en vie. C'était bon signe. Ce qu'il était moins, c'était le côté imprévisible et volatile de la situation. C'est-à-dire qu'elle pouvait basculer en un clin d'œil et que les otages, jusque-là relativement bien traités, risquaient d'être exécutés. Pour s'assurer que les otages vont bien, les négociateurs insistent pour rencontrer aussi le chef de la patrouille, le Major Marshall. Calley accepte, mais c'est une décision qu'il finira par regretter. Le Major Marshall, le responsable de la patrouille britannique qui avait été capturée, a vu ces rencontres comme l'occasion idéale pour transmettre aux Britanniques des renseignements importants de façon clandestine. Dans ce cas-ci, les otages étant des militaires chevronnés, ils étaient en mesure d'anticiper la suite des choses. À quelques reprises, les rebelles avaient fait prendre un bain de foule au Major Marshall. Ils lui avaient alors fièrement montré leur artillerie antiaérienne, leurs mortiers et autres trucs de ce genre. Or, le Major Marshall avait pris soin de noter l'emplacement de ses armes. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la cabane où les rebelles les tenaient captifs, il en avait profité pour tracer un plan détaillé de la base des rebelles décrivant les positions et les effectifs. Il avait ensuite roulé ce bout de papier et il l'avait glissé dans le capuchon d'un stylo. Quand le Major Marshall rencontre enfin l'un des hommes de Scotland Yard, il lui serre la main pour effectuer un échange secret. Si Calley s'aperçoit de ce qu'ils font, ce sera la catastrophe. Or, chose incroyable, le négociateur parvient à mettre l'objet dans sa poche sans être vu. Il s'agit d'un moment inattendu mais décisif. Ces renseignements vont enfin permettre aux Britanniques de commencer à planifier leur mission de sauvetage. Or, une seule unité est en mesure de l'effectuer. Un groupe d'élite des forces spéciales britanniques réputées. Le SAS. Cette unité d'élite est une pionnière en matière d'opérations clandestines. Ses premières missions remontent à la Seconde Guerre mondiale. Le SAS, le Special Air Service britannique, est la référence en matière d'unité d'élite. Toutes les forces spéciales du monde prennent exemple sur cette unité. Au cours des années, cette unité n'a pas cessé de s'adapter et de s'améliorer. Elle a joué un rôle décisif dans chaque conflit britannique important. Des rues de l'Irlande du Nord, au désert d'Irak, en passant par les étendues polaires des îles Malouines, les membres du SAS sont reconnus comme étant capables de combattre dans n'importe quel environnement et d'accomplir leur mission dans le secret le plus absolu. Ceux qui réussissent à passer à travers ce terrible processus de sélection ont l'honneur de pouvoir porter l'insigne du SAS, une épée ailée, sur leur béret. Je suis entré dans l'armée pour devenir soldat et remplir les devoirs que cela suppose. Or, être membre du SAS, c'est le summum quand on fait le métier de soldat. Le SAS se spécialise dans deux domaines en particulier. Premièrement, la prise d'assaut de cibles difficiles. À Londres, en 1980, ils ont réussi à libérer 19 otages et à mettre fin au siège de l'ambassade iranienne. Les membres du SAS ont été les premiers à maîtriser l'art de prendre un bâtiment d'assaut et de libérer des otages. Cela signifie descendre en rappel d'un hélicoptère, lancer une grenade étourdissante pour étourdir tout le monde à l'intérieur d'une pièce
puis abattre rapidement les ennemis et sauver les civils. Ce sont les membres du SAS qui ont mis cette méthode au point. Ils excellent également dans les combats de jungle. Bien des gens considèrent que le combat de jungle est l'une des formes de combat les plus pures. Vous devez vous fondre dans l'environnement. La végétation y est très dense. Elle vous entoure complètement. S'apprêtant maintenant à mettre ces deux spécialités en pratique, l'unité commence à planifier un audacieux sauvetage à l'aide de la carte que lui a remise en douce le Major Marshall. La crise s'étire maintenant depuis près de 7 jours, mais les négociateurs espèrent toujours en venir à un règlement pacifique. Calais formule maintenant une demande plus raisonnable. Des médicaments pour ses hommes, ainsi qu'un téléphone satellite pour qu'ils puissent contacter la BBC et faire connaître ses revendications au monde entier. Les Britanniques s'empressent d'accepter, mais ils exigent la libération de certains otages en échange. Les négociations ont permis d'obtenir la libération de 5 otages en échange de médicaments et d'un téléphone satellite. C'était toute une réussite. Ils gagnaient sur toute la ligne car, premièrement, c'est bien de disposer d'un moyen de communication efficace avec vos ennemis. Deuxièmement, les médicaments peuvent être utiles, surtout s'ils servent à traiter certains de vos hommes. Et troisièmement, cela leur permettait d'obtenir des renseignements. Ce coup de maître changera le cours de l'opération. Près de la moitié des hommes ont été libérés. De plus, les Britanniques peuvent se servir du signal transmis par le téléphone satellite pour localiser le repère de Calais. À son insu et à l'insu de tous, sauf d'un petit cercle d'initiés, une force opérationnelle est arrivée en Sierra Leone pour préparer secrètement la libération des otages. Elle est composée de 300 hommes. La plupart sont membres de la force aéroportée britannique, plus précisément du régiment des parachutistes, aussi connu sous le nom des Paras. Mais ils ne sont là qu'en tant que troupes d'appui. La mission elle-même sera effectuée par 50 soldats de l'unité d'élite du SAS et par environ 20 soldats de l'unité d'élite de la Marine royale britannique, le SBS. Pour éviter d'éveiller les soupçons, on baptise leur mission d'un nom de code anodin, soit l'opération Barras. Avec l'appui tacite du gouvernement de la Sierra Leone, les soldats de l'opération Barras établissent un campement secret près de la capitale. Ce n'est que lorsqu'on a commencé à s'avancer en Sierra Leone comme tel que notre concentration a augmenté d'un cran et qu'on a vraiment pris conscience de ce qu'on s'apprêtait à faire. On a préparé le matériel qu'on devait emporter, puis ils se sont mis à nous donner un peu plus de renseignements. On se devait d'être prêts. Le SAS commence à recueillir le plus de renseignements possible concernant les rebelles et leurs repères. Le plan qu'il privilégie consiste à envoyer une petite équipe remonter le fleuve en pleine nuit à bord des bateaux du SBS. En se déplaçant dans l'obscurité et en silence, ce commando pourrait secrètement entrer dans le camp des rebelles, se faufiler dans la cabane des otages et en ressortir rapidement avec les prisonniers sans qu'un coup de feu soit tiré. En attendant d'obtenir le feu vert, les soldats commencent à s'entraîner. On a recréé un plan d'implantation grandeur nature du village. Cela nous a permis de savoir en gros la distance qu'on allait devoir parcourir et quelles étaient les limites de nos arcs de tir respectifs. Il faut connaître le rôle de chacun. Sinon, au plus fort du combat, ça devient très déroutant. Mais ils n'ont toujours pas obtenu l'autorisation d'effectuer la mission. La décision de donner le feu vert revient au ministre de la Défense, Jeff Hoon, à Londres. Le sort des 6 otages britanniques est en jeu. Si les négociateurs ne parviennent pas à les sauver, le SAS devra livrer bataille pour les libérer. Le ministre de la Défense, Jeff Hoon, n'a pas encore donné son aval à la mission. Mais il a donné le feu vert à une opération secrète très risquée. Une équipe composée de 4 soldats du SAS, spécialisés en surveillance, entre furtivement dans la jungle. Leur tâche consiste à recueillir des renseignements détaillés au sujet du campement des rebelles. En premier lieu,
Ils devaient prendre position autour du village sans se faire voir. En fait, ça signifie que certains d'entre eux ont passé plusieurs journées à ramper dans des marécages dans les pires conditions qui soient. Agissant dans le silence le plus complet et n'avançant que de quelques mètres par heure, les hommes approchent lentement du territoire des rebelles à la recherche d'un endroit où s'installer pour observer sans être vus. Leur tâche consistait à établir un poste d'observation, un PO. Un PO est en fait un genre de fosse creusée dans le sol. Ils savent comment passer complètement inaperçus au besoin. Ça fait partie de leur travail de se déplacer dans la jungle sans être vus et de rester assis pendant 3 semaines dans un poste d'observation dissimulé sous une bâche pour observer une cible sans que personne se doute de leur présence. Vous creusez une fosse, vous vous y installez. Vous la recouvrez de végétation et vous restez là aussi longtemps que nécessaire pour surveiller le camp ennemi, soit jusqu'à ce que la mission soit autorisée et effectuée, soit jusqu'à ce qu'elle soit annulée, et alors vous vous repliez. Procéder à ce genre de surveillance est aussi une spécialité du SAS. Cela demande des trésors de patience et une grande compétence. Ces hommes doivent manger, dormir et maintenir leur surveillance pendant des jours d'affilée, en bougeant le moins possible. Dans l'univers des opérations spéciales, on surnomme ces hommes les professionnels silencieux. Et c'est exactement ce que sont ces hommes quand ils sont en mission. Dès le départ, ils doivent annoncer 3 mauvaises nouvelles à leurs supérieurs. Premièrement, les otages ne se trouvent plus sur la base des rebelles où ils ont été faits prisonniers. Ils ont plutôt été transportés dans un autre campement situé plus loin dans la jungle sur la rive opposée du fleuve. Deuxièmement, ils ne pourront pas attaquer en remontant le cours d'eau comme prévu, car les bancs de sable y sont si nombreux que les bateaux des forces spéciales ne peuvent s'y aventurer. De plus, la végétation est si dense qu'une approche terrestre est également impossible. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'y rendre par hélicoptère et d'attaquer les rebelles de front. On aurait préféré pouvoir s'approcher sans se faire repérer et sans avoir à tirer. On aurait préféré les soumettre sans tuer qui que ce soit, mais c'était impossible. On n'avait pas d'autre choix que de leur donner une raclée. Le seul hélicoptère à la hauteur de la tâche est l'un des plus gros au monde. Il s'agit d'un Birotor Chinook HC-2. Mais donner l'assaut à l'aide d'un de ces engins comporte son lot de problèmes. L'un des désavantages évidents de l'hélicoptère est le fait que c'est un appareil très bruyant. Vous ne pouvez compter sur l'effet de surprise quand l'ennemi peut entendre l'hélicoptère approcher. Les Chinooks peuvent transporter de lourdes charges, mais ils ne sont pas rapides et ils sont difficiles à manœuvrer et facilement repérables. Voilà pourquoi certains les appellent les bus scolaires volants. Nous savions que si un Chinook transportant plusieurs soldats du SAS se faisait abattre, ce serait très grave. Pire encore, la plupart des membres des West Side Boys se trouvent encore sur la base principale située sur la rive sud du fleuve. Or, ils possèdent une batterie d'armes lourdes, incluant des grenades propulsées par fusée, des mitrailleuses lourdes et des mortiers, des armes capables d'abattre un Chinook ou de faire pleuvoir des tirs d'artillerie sur le campement où se trouvent les otages de l'autre côté du fleuve. Toute mission de sauvetage risque de se transformer rapidement en mission suicide. Les commandants du SAS doivent repenser toute l'opération. Le temps presse. Le chef des rebelles, Fodé-Calais, est de plus en plus agacé par les interminables séances de négociation. La situation pouvait basculer en un clin d'œil. Elle était imprévisible et explosive. Des groupes rebelles de ce genre avaient déjà tué à de nombreuses reprises auparavant. Le fait qu'ils étaient à commandant une journée ne garantissait en rien la sécurité des otages le lendemain ou le surlendemain. Les négociateurs de Scotland Yard appellent Calais tous les jours sur son téléphone satellite. Mais plus les jours passent, plus il devient imprévisible. Il passe ses journées à se droguer et à boire. Dès la mi-journée, il est complètement ivre. Faute d'électricité, sur la base des rebelles, la pile du téléphone de Calais finit par tomber à plat.
On a reçu un message annonçant que les négociations avaient échoué. La sécurité des otages est en péril. Un soir, il nous a tous réunis et il nous a dit qu'on allait exécuter l'un des otages. Il a emmené le major Marshall, le commandant britannique, à l'orée de la jungle. Il l'a fait s'agenouiller, il a pointé un fusil d'assaut sur sa tête, puis il a appuyé sur la détente. L'arme de Calais n'est pas chargée. Mais la prochaine fois, selon toute vraisemblance, elle le sera. Lorsque les autorités à Londres apprennent cette atrocité, Jeff Hoon décide que le temps des discussions est terminé. On recevait bien sûr des comptes rendus détaillés de tout ce qui se passait dans les cabanes où nos hommes étaient détenus. Or, un jour, on a appris que les rebelles les soumettaient à des simulacres d'exécution, qu'ils pointaient des armes sur eux et qu'ils tiraient des coups de feu. Ça a été un moment déterminant. Je trouvais tout à fait inadmissible qu'ils soient soumis à un tel traitement. L'opération Barras obtient le feu vert. Tous ceux qui participent à cette mission savent qu'ils ont peu de chances de réussir. En fait, cette mission est si dangereuse que certains hommes sur le terrain l'ont rebaptisée. Quand les soldats du SAS, ceux qui avaient la tâche d'aller libérer les otages, ont su qu'ils ne pouvaient s'y rendre que par la voie des airs, ils ont immédiatement rebaptisé la mission et ils l'ont appelée l'opération Mort certaine. En supposant qu'ils réussissent à se rendre jusqu'à leur cible sans que l'hélicoptère se fasse abattre, les membres du commando se retrouveront face à des rebelles 5 fois plus nombreux qu'eux. Or, leurs ennemis, persuadés que la magie noire les rend invincibles, n'hésiteront pas à les affronter férocement. Quand on se bat, on ne s'arrête pas pour voir qui on a tué. Si j'utilise mon arme, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de victimes. Je ne me soucie pas de savoir qui est mort ou vivant. Tout ce que je sais, c'est que si j'appuie sur la détente, une rafale de tir va balayer la jungle et personne ne sera épargné. Les hommes de l'opération Barras se rassemblent avant l'aube pour accomplir leur mission. Une attaque aérienne risquée contre un repère bien protégé situé dans la jungle. La mission sera supervisée par le général Charles Guthrie, ancien commandant du SAS, devenu chef des forces armées britanniques. Nous avions élaboré un très bon plan, mais il restait très risqué, car on ne savait pas comment l'ennemi allait réagir. Charles Guthrie explique clairement aux dirigeants politiques que la mission chargée de sauver 6 otages britanniques risque fort de subir de lourdes pertes. Le général Guthrie nous a clairement dit que cette opération était très risquée, qu'il ne pouvait pas nous garantir qu'aucun soldat ne serait tué. Dans l'espoir d'augmenter les chances de réussite du commando, le général Guthrie approuve une nouvelle stratégie, soit 2 attaques simultanées. Premièrement, une équipe formée d'environ 50 soldats d'élite du SAS s'approchera du petit camp de Geberibana, situé sur la rive nord du fleuve. C'est là que se trouvent les otages, ainsi que le chef des rebelles, Fodé Calais. Ils comptent surprendre les rebelles en descendant en rappel des hélicoptères, à quelques mètres à peine du lieu où sont détenus les otages. On ne savait pas quoi s'attendre, mais on savait où se trouvaient les otages. Alors il nous fallait agir assez vite pour qu'il n'ait pas le temps de les emmener plus loin dans la jungle. Au même moment, une troupe de 150 parachutistes lancera la seconde attaque. Ces soldats transportés par hélicoptère atterriront sur la rive sud du fleuve. Ils prendront d'assaut la base principale des West Side Boys, McBenney, pour détourner l'attention des nombreux rebelles qui s'y trouvent et détruire leur artillerie lourde. La mission doit avoir lieu à l'aube, le 8 septembre, soit 15 jours après le début de la crise. Mais un problème survient au tout dernier moment. L'équipe de surveillance du SAS qui se terre dans la jungle envoie un message urgent. À l'origine, la mission devait avoir lieu à l'aube, le samedi. Mais en fait, les soldats qui devaient se rendre près des cabanes et du village
en rampant littéralement à travers les marécages, ont mis plus de temps que prévu à le faire. Le plan prévoit que ces soldats doivent se trouver à quelques mètres à peine de la cabane où sont détenus les otages pour se charger du tir de protection. Mais ils ne peuvent avancer que la nuit et à un rythme très lent pour éviter de se faire repérer. Ils demandent donc un délai supplémentaire de 24 heures. La mission a été reportée au dimanche matin pour leur laisser le temps de se mettre en position. La nuit précédant l'attaque, on était tous dans les vapes. On avait tous fait la fête. J'étais resté dans ma cabane et j'avais consommé une grande quantité de drogue parce qu'il pleuvait. On n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Le lendemain, les hélicoptères de l'opération Mort Certaine décollent enfin. Ils survolent l'océan et se dirigent en formation vers la côte. Je crois que chacun de nous a laissé une lettre à remettre à ses proches si les choses tournaient mal. Au ministère de la Défense, à Londres, tout ce que peut faire Jeff Hoon maintenant, c'est attendre et espérer. Je crois que c'est important de garder à l'esprit que nous n'étions pas assis devant un téléviseur à regarder des images retransmises en direct de ce qui se passait. Essentiellement, tout ce que je savais, c'était que l'opération était en cours et qu'elle était censée se dérouler de la façon dont on me l'avait expliqué. 2 hélicoptères Chinook transportent les 50 membres du commando d'élite du SAS. Un 3e transporte la première vague des troupes de soutien composées de parachutistes. Pesant plus de 35 kilos, l'équipement des soldats du SAS comprend, entre autres, un gilet pare-balles, un fusil d'assaut M14 et suffisamment de munitions et de grenades pour combattre pendant des heures. On connaît notre mission à fond. On sait ce que notre collègue va faire. On sait où il se dirigera quand il descendra de l'appareil. On sait ce qu'on a à faire s'il n'y arrive pas. On a le plan bien en tête. On attend simplement que la rampe s'abaisse et c'est parti. Quand vous effectuez une opération, vous êtes prêt mentalement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde veut que ça se passe bien. C'est difficile à expliquer, mais une espèce de coopération, de complicité s'installe. Car ce que vous faites est très dangereux. Mais vous êtes bien entraîné, alors vous faites ce que vous avez à faire. Après un vol de 10 minutes, les hélicoptères approchent de leur cible. Les 4 soldats de l'équipe de surveillance étaient en contact avec les pilotes. Ils leur ont alors dit qu'ils pouvaient approcher, que tout le monde dormait et qu'il faisait assez clair pour voir. Les groupes d'assaut aéroportés se sont donc rendus jusqu'à la base des rebelles en survolant le fleuve pour passer inaperçus jusqu'à leur arrivée. Les hélicoptères n'étaient donc pas visibles à l'œil nu, mais plus important encore, on ne pouvait pas les entendre car la jungle, située des 2 côtés du fleuve, couvrait leur approche. À 6h30 du matin, un bruit tonitruant dans le ciel réveille les rebelles. Tôt ce matin-là, je suis sorti de ma cabane. Et alors que je jetais un coup d'œil aux alentours, j'ai entendu un bruit étrange. Je me suis retourné et j'ai vu un immense hélicoptère qui approchait. Puis, des hommes se sont mis à descendre le long d'une corde. L'hélicoptère était alors juste au-dessus de notre base. Son souffle était très puissant. J'avais peur. Leur objectif le plus urgent est de se rendre à la cabane des otages, car si les rebelles y parviennent avant eux, ils risquent de les abattre. L'équipe de reconnaissance qui s'est tenue à couvert dans la jungle, pratiquement sans bouger pendant une semaine, entre alors en action. Elle abat les rebelles qui gardent la cabane des otages. Ils se sont rendus jusqu'à la cabane en tirant, puis ils ont crié « Soldats britanniques !» pour que les otages sachent qu'il s'agissait de soldats venus pour les libérer, ce dont ils rêvaient depuis un moment déjà. De l'autre côté du fleuve, dans la forteresse des rebelles, les troupes de soutien formées de parachutistes approchent lentement de leur cible. Leur tâche consiste à empêcher les rebelles qui s'y trouvent d'entraver la mission de sauvetage.
Presque toutes les opérations ont des conséquences imprévues. Il faut en être conscient et être prêt à réagir. Les Chinooks se sont approchés. Ils se sont immobilisés au-dessus d'un terrain plat. Un premier soldat a sauté avec son arme et son sac à dos. Mais il s'est enfoncé jusqu'au cou dans un marais. Ça a bien sûr mis l'opération en péril, car nos hommes s'enfonçaient littéralement dans le sol. Il n'y a rien de pire qu'un plan qui tourne mal. On se retrouve le bec à l'eau. Mais dès qu'ils parviennent aux abords de la base, c'est la catastrophe. Très vite, les choses ont mal tourné. Un obus de mortier a atterri dans l'arbre sous lequel l'élément de commandement du régiment des parachutistes se trouvait. Il a explosé dans l'arbre et a eu le même effet qu'une explosion aérienne. C'est donc dire que dès le début, presque tous les membres de l'élément de commandement ont été blessés et ont eu besoin d'être évacués. Un seul des 8 membres de l'élément de commandement n'est pas gravement blessé. Il s'agit d'un jeune officier, le capitaine Danny Matthews. Il doit alors pour la première fois diriger une importante bataille. Il rassemble rapidement ses hommes et leur ordonne de se débarrasser de la plus grande source de danger, le mortier. Pendant ce temps, dans le camp situé sur la rive nord du fleuve, les rebelles ont commencé à riposter à l'attaque. Les soldats du SAS constatent que la bataille sur le terrain ne se déroule pas comme prévu. En sortant de l'hélicoptère, j'ai vu qu'on nous tirait dessus à partir d'un endroit auquel on ne s'attendait pas. On n'a pas pu aller dans la direction prévue au départ, parce qu'on se faisait tirer dessus par derrière. J'ai essayé de rassembler mes hommes du côté de la forêt pour qu'on s'abrite derrière l'un des bâtiments. Mais j'ai vu que la situation se corsait. Alors on est parti. Nous savions que les membres des West Side Boys étaient lourdement armés. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils aient riposté de façon aussi féroce quand ils ont compris ce qui se passait. Les forces spéciales parviennent à tenir les rebelles en respect assez longtemps pour permettre aux otages d'être escortés jusqu'à l'hélicoptère. On se doit de rester concentré. Ce serait dommage de traverser le village, de libérer les otages, puis de baisser la garde et de se faire abattre quand on grimpe dans l'hélicoptère. Alors que la mission semble être sur le point d'être menée à bien, un soldat du SAS est atteint par une rafale de tirs. Brad Tinian, un soldat réputé du SAS, a été atteint par un tir et gravement blessé. D'un côté du fleuve, plusieurs soldats ont été blessés. De l'autre côté, un membre du SAS agonise. Et bien que les otages aient été libérés, ils ne sont pas encore hors de danger. La réussite de l'opération Mort certaine est en jeu. Ces hommes ont en commun la particularité de ne jamais abandonner quand la situation devient infernale. Bien que les rebelles n'aient pu abattre les hélicoptères britanniques, ils ont réussi à faire de nombreux blessés parmi les 2 commandos qui leur livrent bataille. Nos chances de réussite étaient pratiquement nulles. On s'est rendu dans leur village à bord de 2 des plus gros hélicoptères au monde. En toute justice, s'ils avaient été aux aguets, ils auraient pu abattre ces appareils. Peu d'entre nous s'en seraient alors sortis. L'un des hommes, le soldat Brad Tinian, est grièvement blessé. Je sais que tous les efforts ont été déployés pour le sauver. Un pilote d'hélicoptère l'a embarqué et l'a transporté jusqu'à notre navire stationné au large de la Sierra Leone. Malheureusement, il est mort avant qu'on puisse lui prodiguer des soins médicaux supplémentaires. Les 6 otages ont aussi été transportés jusqu'au navire. À Londres, le général Guthrie, lui-même ancien soldat des forces spéciales, reçoit un message codé du champ de bataille tout juste avant de passer en direct à la télévision.
the place where the hostages were being kept at 6:30 this morning. So the situation is still very confused. There is fighting going on, but the first indications are that the hostages are safe. I don't know what condition they're in, but they are safe. Les otages sont peut-être à l'abri, mais les combats se poursuivent. Les hommes qui ont pris part au combat ont tous été tués. Plusieurs d'entre eux habitaient la même cabane que moi. J'ai perdu la plupart de mes amis. Le deuxième objectif du SAS est de capturer le chef des rebelles, Fodé Kalé. L'une des équipes de tir, formée de 4 hommes, a pour mission de prendre sa maison d'assaut. En fait, ils ont défoncé la porte et ils ont fouillé chaque pièce. Or, dans l'une des chambres, il y avait un lit en bois recouvert d'un matelas. Et alors qu'ils s'apprêtaient à sortir de cette pièce puisque personne ne s'y trouvait, l'un des soldats a eu l'idée géniale de regarder sous le lit. Il a alors aperçu le chef des West Side Boys, Fodé Kalé, recroquevillé sous le lit, incapable de bouger ou de parler. On se rappellera que cet homme exigeait d'être nommé président de la Sierra Leone. Leur chef ayant été capturé, les autres membres des West Side Boys disparaissent dans la forêt. On n'avait plus aucun soutien, alors on ne pouvait pas essayer de contrer leur attaque de notre côté. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit des armes lourdes britanniques. J'ai donc décidé que la meilleure chose à faire était de fuir pendant que c'était encore possible. Black Zorro et plusieurs autres rebelles s'enfuient dans la jungle aussi loin que possible du champ de bataille. Les Britanniques sont maintenant seuls. Aujourd'hui, Black Zorro retourne au village de Geberibana, là où les otages étaient détenus et où il a vécu pendant près de 18 mois en tant que combattant des West Side Boys. Il y retourne pour la première fois depuis le combat qui les a opposés aux Britanniques 12 ans plus tôt. Voici l'endroit où vivait Kalé, le commandant responsable de notre groupe. Sa maison a été détruite. De nombreux coups de feu ont été tirés. Il y a eu beaucoup de dégâts, car l'hélicoptère est venu ici pour bombarder l'endroit et tuer Kalé. Voici la maison où je vivais. Je dormais dans cette pièce. Ils l'ont effacée, mais j'avais inscrit mon nom à cet endroit, Black Zorro. Je me suis réveillé tôt ce matin-là et je me suis dirigé immédiatement de ce côté. Je me suis installé ici pour me soulager. J'ai entendu un bruit qui venait de ce côté et j'ai aperçu les hélicoptères et les hommes qui en descendaient. Je me suis précipité dans ma maison. J'ai essayé de réveiller mes amis. J'ai pris mon AK-47 et je me suis installé là. Ça tirait dans tous les sens, alors on a essayé de résister et de riposter, mais il était trop tard. Les Britanniques étaient trop nombreux et leur puissance de feu trop grande. J'ai décidé de m'enfuir dans la brousse. J'ai couru et je me suis frayé un chemin en tirant des rafales dans les arbres. J'ai tiré environ 30 projectiles dans cette direction pour libérer la voie. Je suis passé par ici. Quand je me suis enfoncé dans la jungle, le combat faisait rage. Il y avait des Britanniques partout. C'était risqué, car nous étions cernés. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à m'échapper. Tous les otages du régiment Royal Irish se portent bien aujourd'hui. Certains servent encore dans l'armée britannique. Fodé Kalé, le chef des rebelles, a été jugé à Freetown et condamné à une peine d'emprisonnement de 50 ans. Les membres des West Side Boys ayant survécu au combat ont participé à un processus de réconciliation et sont retournés à la vie civile. Aujourd'hui, Black Zorro est sans abri. Il vit dans les rues de Freetown, la capitale. Les West Side Boys se sont dispersés. Chacun a suivi son chemin. Ceux qui ont survécu ont continué de survivre. Ceux qui étaient corrompus ont été emprisonnés. Ça a été la fin de notre groupe. L'opération Barras a eu un impact important sur la Sierra Leone. Au cours des mois suivants, de nombreux rebelles, partout au pays, ont rendu les armes. Cette opération a envoyé un message non équivoque aux rebelles.
Si vous continuez d'agir comme vous le faites, nous vous poursuivrons sans relâche et vous traquerons jusque dans vos repères, peu importe où ils se trouvent dans la jungle. Vos jours sont comptés. Aujourd'hui, la Sierra Leone est encore pauvre, mais la paix y règne. Cette mission a mis fin à des années de conflits. Tout cela grâce à la compétence et à la bravoure des soldats du SAS.